Les fintech peuvent apporter aux entreprises aujourd'hui. Donc, j'ai la chance d'être entourée par un public de différents horizons. Je vais les laisser se présenter. Donc, Emmanuel. Alors, je suis Emmanuel Arabian, je suis directeur du financement et de la trésorerie du groupe SEB, groupe que peut-être vous connaissez un peu dans la région, mais qui il est connu plus aussi à travers ses marques, Moulinex, Krups, etc. Je ne vais pas faire les 30 marques du groupe, mais en tout cas, effectivement, un groupe d'environ 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Merci, Emmanuel. Je te passe la parole, Grégoire. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, mon nom est Grégoire Borin. Je dirige la practice finance du groupe de services ressources humaines Grand Alexander. Donc, notre groupe de services ressources humaines possède 4 activités différentes, dont l'approche directe, qui est le métier cardinal du groupe, créé à 30 ans de ça. J'en dirige la practice finance, comme vous l'avez bien compris. Donc, moi, mon dada, c'est le CFO et sa chasse gardée, son précaré et ses différents bras droits pour tout type de société. J'ai une clientèle qui est très très variée à l'image du cabinet, aussi bien la petite PME que la fintech, évidemment, sinon je ne serais pas là, que la grande multinationale, et que ce soit d'ailleurs en région parisienne ou aux 4 coins de la France, voire pourquoi pas à l'étranger de temps à autre. J'aime beaucoup l'international, je l'appelle de mes voeux les plus sincères. Voilà, et on peut faire beaucoup de belles choses désormais avec le digital, comme vous le savez déjà. Merci. Sébastien. Merci. Donc, Sébastien Bayet, je suis fondateur d'Agicap. Agicap, c'est une fintech lyonnaise. Et on propose un logiciel de gestion et de prévision de trésorerie pour les PME. On aide les entreprises entre 5 et 100 personnes en moyenne à gérer et à prévoir leur trésorerie. Présent à Lyon, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Merci. Et enfin, Samuel. Bonjour à tous. Moi, je suis le directeur régional de Panda de Finance. Panda de Finance, c'est une société qui a été créée en 2009 à Paris par 2 associés fondateurs qui sont toujours au capital aujourd'hui et qui a lancé son bureau au début de l'année 2021 sur Lyon pour couvrir tout le grand quart sud-est de la France. Et on est spécialisé dans l'intermédiation de produits de placement et de financement pour tout type de personnes morales, donc de la plus petite, de la TPE, PME, et on peut y revenir jusqu'au gros corporate comme le groupe SEB par exemple. Et on a intermédié, pour donner quelques chiffres, depuis la création en 2009, plus de 50 milliards d'euros de placements, donc sur tout type de support, des produits très simples, type compte à terme, jusqu'aux produits plus sophistiqués, type produits structurés. Merci. On va commencer. Donc, du coup, on en parle depuis ce matin. Les projets sur la digitalisation des services financiers se sont multipliés ces dernières années. De nombreuses fintechs se sont créées, dont dans notre belle région de Lyon. Mais quelles sont les conditions quelles sont les conditions pour lancer une fintech aujourd'hui et quels sont les clients cibles? Je vais donner la parole à Sébastien pour échanger sur son expérience dans le lancement d'Agicap. Merci. Il y avait un premier point qu'on souhaitait aborder lorsqu'on a préparé cette réunion, c'était savoir en quoi la digitalisation nous a permis d'accélérer. Donc la première chose, pour parler d'accélération, on a eu la chance de connaître cette accélération chez Agicap. Donc, société lancée il y a 5 ans maintenant, et on a donc connu une forte accélération sur les 2 dernières années, en passant d'une vingtaine de collaborateurs à 350. En s'internationalisant de manière prometteuse, donc dans plus de 6 pays, en multipliant nos revenus par 10 chaque année. Et donc ça, c'est effectivement en partie grâce à la digitalisation qui nous a permis à la fois de refondre, de revoir notre modèle de distribution. Donc on a une distribution qui est entièrement faite à distance, qui nous permet de toucher de nombreux clients partout dans la région, partout en France, partout en Europe, à la fois via des canaux inbound. Donc, on a de la notoriété sur le web qui fait que les entrepreneurs, les dirigeants, les CFO viennent à nous, mais aussi en démarchage direct. Donc voilà, première chose, c'est grâce à ces outils digitaux, on peut tout faire à distance. La deuxième chose que ça change, c'est la digitalisation a permis
de créer notre business model. GCAP, c'est un outil qui va permettre d'agréger tous les flux de la PME au sein d'une seule et même plateforme, flux qui peuvent venir de la banque, de logiciels de devis facturation, de RP, de CRM, de logiciels comptables, etc. On va tout agréger au sein d'une seule et même plateforme pour donner de la visibilité en temps réel sur l'état de santé des PME. Et ça, c'est possible du fait que les différentes sources de données se retrouvent accessibles à distance sans avoir d'installation à faire en dur sur ces plateformes, soit via des API ouvertes, soit on va créer des ponts entre les logiciels. Donc voilà. Du coup, ça a nécessité une évolution quand même de la réglementation pour justement pouvoir proposer ce type de service ? Tout à fait. Alors, évolution technologique, parce que indépendamment de la réglementation, les outils s'ouvrent petit à petit, et même pour ceux qui ne s'ouvrent pas, ils sont tous, les données peuvent être accessibles à distance. Mais par ailleurs, effectivement, changement de la réglementation, on s'appuie chez nous sur la réglementation européenne qu'on appelle DSP2, c'est l'Open Banking en Europe, qui permet à des logiciels tiers comme nous d'accéder pour le compte des clients à leurs données bancaires. Et ce qui n'était pas possible auparavant pour les petites entreprises est devenu possible. On peut accéder très facilement à leurs données bancaires, ce qui permet d'établir en temps réel une situation de trésorerie et ensuite de la projeter petit à petit. Donc voilà, tout notre business model a été rendu possible grâce à cela. Ok, merci beaucoup. Du coup, du côté des très grandes entreprises, Emmanuel, que pensez-vous des fintech ? Est-ce que vous seriez prêt à changer votre organisation en interne pour aller sur ce type de produit ? Est-ce qu'il y a des appréhensions quand on parle de fintech dans des grands groupes ? Alors, je pense qu'il y a différents facteurs qu'il faut considérer dans la relation entre les grands groupes et les fintech, ou plus largement la digitalisation. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ça dépend aussi des domaines dans lesquels nous sommes. Je pense que des entreprises qui sont beaucoup plus dans la technologie, la téléphonie par exemple, vont être beaucoup plus attirées, beaucoup plus confiantes dans les nouvelles technologies, justement, dans les fintech, dans la digitalisation, qu'une activité comme Seb. Il ne faut pas oublier, Seb, c'est la cocotte minute. Hein. Donc, voilà, il faut voir qu'on n'est pas dans un marché forcément disruptif et il faut qu'on innove, il faut qu'on évolue. Et on le voit dans l'entreprise. C'est-à-dire que les domaines du marketing, tout ce qui est en relation avec l'innovation des produits, oui, là, la digitalisation est très importante. La finance, on n'a jamais été considérés les plus drôles de l'entreprise. Hein. On est plutôt traditionnel, on est aussi dans des chaînes décisionnelles assez longs, assez lourds. On a des architectures complexes. C'est des groupes donc, où on a une multitude des systèmes qui sont interfacés les uns aux autres. Donc, on est très sensible à la sécurité. C'est vrai que les fintech aujourd'hui nous font un peu peur. On préfère laisser les autres voir si effectivement ça essuyer les plâtres et voir comment ça va évoluer. Ok. Donc, si je résume, tu trouves que la digitalisation, donc, ça permet de simplifier et d'innover, mais c'est propre à certaines activités, et que dans les grands groupes, il y a encore une certaine méfiance vis-à-vis de ces nouveaux acteurs qui émergent, notamment pour ce qui est des finances, où la sécurité est un des piliers pour justement développer la relation bancaire, quoi. Oui, après, il faut faire aussi la distinction au sein de la finance. On a différents départements. Donc, j'ai rien contre les comptables, hein, mais la comptabilité est peut-être un peu plus traditionnelle, plus le contrôle des gestions.
à la trésor, au financement, on est beaucoup plus moderne, on sait s'adapter. Là, je veux dire, on fait sauter la cravate parce que finalement, on voit que les gens, les fintech, on n'est plus à la mode. Donc, non, heureusement, on va évoluer forcément, on va suivre ces mouvements. Quand j'entends effectivement des fintechs qui se présentent ici, c'est un vrai besoin. Aujourd'hui, on a une relation avec les banques très basée sur des vieilles technologies. Je ne sais pas, SwiftNet, etc. EBIX. Mais c'est vrai que il va falloir qu'on soit suffisamment agile et qu'on puisse rejoindre ces nouvelles technologies et que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, simplifier les process. Mais il faut qu'on prenne aussi le temps de voir comment ça se passe. Mais c'est bien, vous avancez au rythme aussi des grandes banques qui ont entamé cette transition digitale, mais pour qui ça prend énormément de temps, effectivement, puisque, comme tu le décris, il y a des process extrêmement lourds, des technologies legacy, et donc cette transition, en tout cas en interne au sein d'un grand groupe, on voit elle est très très lente, et souvent même le rachat de petites sociétés innovantes type de fintech au sein de grands groupes, c'est des opérations qui se multiplient de plus en plus parce que ça permet d'accélérer dans l'innovation et on voit beaucoup en ce moment de consolidation là-dessus, de rachat par les grands groupes bancaires de fintech à des stades qui ne sont pas encore matures pour justement accélérer en interne et avec la synergie de commercialisation qu'elles peuvent avoir pour pouvoir accélérer le développement de ces petites entreprises. Tout à fait. Je pense que la banque est un vecteur pour apporter les nouvelles ce tiers de confiance aussi. Tout à fait. Et peut-être pour partager notre expérience là-dessus, on a la chance, il y a quelques années encore, les banques nous disaient non, on ne peut pas travailler avec Agicap parce que pour des raisons de sécurité, on a un tiers de confiance, on a une réputation à tenir, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué. On est aujourd'hui distribué par le Crédit du Nord au niveau national. Par la BPI, on a annoncé un partenariat la semaine dernière. Donc le fait que les banques passent le pas, considèrent qu'on a un niveau de sécurité justement suffisant, pourra peut-être être aussi un vecteur de changement pour les groupes un petit peu plus gros via ce tiers de confiance que sont les banques. Tout à fait. Très bien. Donc tout à l'heure, Sébastien, tu en parlais, tu disais que la digitalisation t'a permis, toi, de toucher des entreprises et de développer, du coup, ton fonds de commerce plus rapidement. Samuel, toi, de ton côté, comment tu mixes justement digital et encore force commerciale terrain quel est ton Rex sur le sujet? Comment tu t'es organisé en interne? Oui, donc c'est une excellente question et ça montre, je vais aussi vous montrer la difficulté que peut avoir une entreprise digitale à aller attraper et conquérir, on va dire, de nouveaux clients. À l'origine, Pandat s'est créé sur l'intermédiation du compte à terme, PAN pour tout et date pour dépôt à terme. Donc c'était vraiment le concept de base et on est Pardon. D'habitude, on me dit que je parle trop fort, oui, donc formidable. C'est bon, vous m'entendez bien là? Ouais, je vais m'avancer un peu du coup. Voilà. Et effectivement, en 2010, une plateforme de distribution a été lancée, une plateforme complètement full digital, avec l'envie et l'ambition de faire une marketplace pour aller vraiment désintermédier et offrir à tous nos clients entreprises tous les produits de la place aux meilleures conditions, puisque ça c'est notre exigence à nous, c'est-à-dire c'est d'offrir les meilleures conditions de rémunération ou de financement à nos clients. Et effectivement, comme l'a dit Sébastien, on a réussi en inbound à avoir des dirigeants d'entreprise, de TPE, de PME notamment, qui sont venus sur notre site et qui ont trouvé leur bonheur. Sauf que derrière, on avait les exigences réglementaires, et puis n'oublions pas qu'on travaille avec des partenaires qui sont des banques et des assurances, et qui n'ont pas tous le même niveau d'avancement sur leur digitalisation. Et donc rien qu'un exemple tout bête, qui est la souscription full digital, avec la signature électronique, selon les produits qu'on allait distribuer, on s'est aperçu qu'il était possible de le faire dans certains cas, sur certains comptes à terme par exemple, sur certains produits assurantiels, type contrat de capitalisation. En revanche, sur d'autres,
c'était proprement impossible. Et donc la marketplace s'arrêtait finalement à l'intérêt du client, mais derrière, on est obligé de reprendre contact avec nos prospects potentiels pour aller finaliser la souscription. Et puis, cette approche full digital, elle est sans doute possible pour des entrepreneurs, pour de la TPE, mais quand on commence à aller discuter avec du CAC 40, du SBF 120, des sociétés cotées, le contact humain, il est indispensable. Et donc la relation commerciale, la nécessité d'être en proximité avec nos clients est essentielle. Et c'est aussi la raison pour laquelle Pandat s'est installée à Lyon. Voilà. Parce que pendant 11 ans, elle n'a vécu quasiment qu'avec de l'inbound, mais du cold calling extérieur pour aller conquérir de nouveaux clients, avec une approche finalement un peu multicanale, du téléphone et du digital, mais insuffisante pour continuer à croître et en proximité. Et donc c'est vrai que pour moi, une fintech, quelle qu'elle soit, et c'est indissociable, il y a un aspect technologie digitale qui est fort, mais il y a aussi un contact humain qui doit être primordial. Et est-ce que juste par rapport à ça, est-ce que tu penses que le marché français est spécifique par rapport à tu vois, ce besoin de contact humain ou est-ce que tu penses que c'est commun, enfin, c'est un point commun pour toute cette cible-là en Europe? Dès que tu crantes des entreprises un peu plus importantes, ça paraît une évidence. Alors, je pense que l'Europe, on a à peu près tous le même schéma de fonctionnement. En revanche, je suis allé par le passé faire un petit tour en Chine où j'ai pu me confronter à la réalité du digital, avec des Alipay, avec des Tencent, avec une réglementation complètement différente. On est d'accord. Et avec une capacité réglementaire à aller, à partir de 3-4 données Internet collectées, dire ce client, je lui donne tel niveau de financement, à telle condition, etc. Ils sont très forts là-bas. Ils sont très forts. Et la réglementation a évolué beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, c'est aussi une source d'inspiration en Europe et pour toutes les grandes banques en Europe d'aller voir ce qui se passe effectivement dans les pays asiatiques parce que la réglementation est très ouverte à la digitalisation. Exactement. Donc c'est une vraie différence. Et tant que la réglementation, et heureusement, elle est là, mais elle évolue peu à peu. La DSP2 a amené pas mal de choses. Mais voilà, au-delà de comportements même inter-Europe, il y a vraiment des spécificités réglementaires mondiales qui renforcent ou non le processus et la montée en puissance des fintechs. Donc pour toi, le poids de la réglementation là-dedans est aussi important. Exactement, du coup. tout à fait. Ouais, ça marche. Très bien. Et du coup, en ce qui concerne le recrutement, est-ce que Grégoire, qu'est-ce que tu observes toi? Qu'est-ce que les fintechs ont bouleversé dans le paysage du recrutement, des ressources humaines? Quels sont les profils qui sont intéressés par la fintech? Est-ce que c'est facile de recruter quand on est une fintech? Voilà, je te laisse nous donner ton expérience sur le sujet. Merci beaucoup Stéphanie pour cette question et elle est copieuse. Hein. Il y a plusieurs items dans ce que tu viens d'aborder. Moi, j'ai le sentiment en fait de vivre une situation identique à l'année 2000-2001. J'ai démarré ma carrière dans le recrutement en 1999 au sein d'un cabinet nord-américain baptisé Robert Half, une marque bien établie. Et j'ai rejoint par le plus pur des hasards à l'époque le pôle e-finance, la belle affaire, et vous le devinez, hein, qui était centré sur une clientèle de dot-com, comme on disait à l'époque, donc de start-up. Mais heureusement, pas que, puisqu'il y avait aussi la santé, la pharmacie, le luxe, médias et presse. Et je dis heureusement pas que, parce que c'était le miroir aux alouettes. J'étais hyper enthousiaste, j'avais envie de travailler pour les stars de l'époque, à savoir les Lycos, les Caramel et autres, avec des noms tous plus farfelus les uns que les autres, les Liberty Surf et autres. Alors j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Mon titre de gloire était de rencontrer notamment Fabrice Bardin, je me rappelle bien, qui était une méga star à l'époque. Mais tous ces gens-là me disaient, on a beaucoup d'argent, Monsieur Borin, mais on va l'investir dans le recrutement de Técos. Les financiers, Monsieur Borin, on n'en a pas besoin. Enfin, ils tueraient père et mère pour nous rejoindre, en fait. On a des piles et des piles de CV, des caisses entières de CV, donc vous êtes bien charmants, mais vos services, on n'en a pas besoin. Donc moi, je n'avais plus que mes yeux pour pleurer. Ça, c'est le flashback. Et je trouve, en fait, qu'actuellement... ça ressemble furieusement à cette situation. La situation qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des fintechs qui sont hyper populaires. Aujourd'hui, les médias, franchement, en font des caisses et des caisses sur les fintechs, et sans doute à bon escient. L'histoire nous le dira, évidemment. Et ce qui suscite, évidemment, une envie débordante de la part des jeunes financiers qui se sont pétris d'ambition et qui se disent « mais c'est là qu'il faut aller ».
C'est clairement là qu'il faut aller. Donc, en fait c'est compliqué de travailler pour une fintech, pour un chasseur de tête comme moi, parce que il y a vraiment, pour reprendre un terme que vous avez utilisé, un inbound, c'est-à-dire beaucoup de CV entrants. Les dirigeants, les fondateurs de ces fintechs ont également un excellent réseau et ne s'en privent pas. Et donc, en fait, je dirais que notre valeur ajoutée, pour l'instant, je le dis en toute honnêteté, est assez limitée pour le moment par rapport au recrutement financier. Je suis le premier à le regretter, mais c'est ce que je constate. Alors après, juste, Grégoire, par rapport à ça, je fais le parallèle, mais du coup, est-ce que des plateformes full digitales qui sont censées favoriser le recrutement, type par exemple Welcome to the Jungle, qui est une vitrine beaucoup utilisée par les fintechs pour recruter ou au moins pour avoir une vitrine sur les postes qu'elles offrent, est-ce que ce type de solution, tu es en concurrence frontale avec ou pas du tout, ou ça vient complémenter toi tes recherches? Oui, je pense que c'est un autre métier pour le coup. Moi, je fais un métier, l'approche directe, qui est basée sur le temps. Moi, une shortlist, je le répète à mes clients, c'est au minimum 6 à 7 semaines. Je ne fais pas de miracle, je ne présente pas les CV au bout de 24-48 heures. Je ne travaillerai jamais sans acompte aussi, parce qu'en fait, il y a une espèce de mode opératoire qui est très digital. Vous êtes reçu par un dirigeant, une dirigeante qui est pétrie de talent, mais qui vous demande souvent de travailler au succès, ce que je n'accepterai jamais. On n'est pas en Amérique du Nord. Et donc, effectivement, pour le coup, c'est vrai que ce sont des modes opératoires complexes pour un cabinet de recrutement traditionnel et fier de l'être comme Grant Alexander. Traditionnel et aussi moderne à certains égards. Mais effectivement, nous, on est à cheval sur tradition et modernité. Une shortlist, c'est 5 à 7 semaines. C'est un travail très sérieux. Trouver le bon CFO, c'est quand même un minimum de 5 à 7 semaines si on veut savoir à qui on a affaire, si on veut expertiser la personnalité, si on veut faire les références professionnelles, si on veut le voir une fois, si on veut le voir 2 fois, si on veut réfléchir. Sincèrement, on fait un autre métier. Welcome to the Jungle, c'est autre chose. Je sais que ça marche, mais c'est autre chose. Voilà. C'est vraiment mon sentiment. Ok, merci. Et du coup, quels sont les profils alors qui vont en fintech? Alors, oui, effectivement, le deuxième aspect de ta question, Stéphanie, les profils, ce que je constate, qui vont en fintech, les fintech, en général, veulent recruter un CFO au bout de 2-3 ans, 3-4 ans, le succès est là, le business model décolle, le chiffre d'affaires existe et le besoin se fait ressentir de créer une fonction de CFO. Il faut un CFO à présent pour internaliser la comptabilité, piloter le contrôle de gestion, faire des bons budgets, faire des bons business plans. Bon, ok, ça c'est assez classique. Le souci, en fait, c'est que je pense que ça c'est un poste de CFO classique, mais c'est le profil. Le profil qui est requis souvent par le dirigeant, la dirigeante, est un profil en décalage avec la nature du poste et la nature des responsabilités. Souvent, le dirigeant ou la dirigeante va demander d'aller chercher des profils émanant de cabinets conseils en stratégie et en fait une très grande école, soit de commerce, soit d'ingénieur. Pourquoi? Je pense qu'il y a un peu de mimétisme. Je pense que le dirigeant ou la dirigeante ressemble un peu à ça et veut se rassurer en allant chercher un profil de type surdoué. C'est ce que je constate. Alors, l'effet déceptif peut être important. Soit effectivement, ça se passe bien, le CFO va rester, va prendre racine parce que la société décolle, fait monts et merveilles, et c'est ce qu'on souhaite tous d'ailleurs. Soit ce n'est pas le cas, et le CFO, là pour le coup, sera très déçu, et avec un tel réseau, partira dans des délais très rapides en disant tout simplement, écoutez, le miracle n'a pas eu lieu, le poste était déceptif, je me suis retrouvé à faire de la comptabilité, un peu de contrôle de gestion, la levée de fonds, on n'a pas pu la faire. Bon, quand c'est comme ça, il y a un départ très rapide de la part de personnes qui sont pétries d'ambition, elles ne vont pas perdre leur temps dans une société qui ne décollera pas. Donc c'est vrai qu'il y a un risque déceptif assez fort. Après, ce que je constate, c'est une deuxième tendance, c'est qu'il y a un premier recrutement de CFO, et si la société fait vraiment un gros décollage, lève énormément de fonds, très rapidement, il peut y avoir un recrutement d'un deuxième, je dirais un CFO++, d'un VP Finance, d'un DG Finance qui viendra topper le CFO, qui restera lui sur des tâches davantage opérationnelles. Et là, on aura affaire à un spécialiste de la levée de fonds, voire même de l'introduction en bourse. Donc, soit le CFO initial acceptera de rester en se disant « j'en fais mon affaire, je vais pouvoir apprendre énormément aux côtés de ce monsieur, de cette dame qui est très expérimenté », soit son orgueil sera blessé, soit il s'estimera lésé en estimant être capable de gérer cette fonction, et encore une fois, il partira. Voilà, c'est ce que j'ai constaté récemment sur le marché des fintechs.
Ok. Et du coup, ça représente beaucoup de tes clients ou pas? Non, en toute honnêteté, non, parce que vous avez bien compris que nos modes opératoires diffèrent. Il est très difficile de convaincre un dirigeant, une dirigeante de FinTech d'opérer avec un acompte, de me laisser du temps. On a affaire à des personnes qui veulent des shortlists en 48 heures, en 5 jours grand maximum. Et ça, encore une fois, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la philosophie du cabinet Grand Alexander. Donc, j'en ai pas eu beaucoup. Peut-être que ça changera. C'était ta question, je crois, la dernière question. On verra. Hein. Je n'ai pas de boule de cristal. Est-ce que le modèle des fintechs s'imposera? Je ne le sais pas. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le rang au bout d'un moment? Je ne le sais pas non plus, mais en tous les cas, j'observerai. Ok, merci beaucoup. Très bien. Bah, écoutez, on a eu des échanges très riches. Oui, non, simplement par rapport à ce que vous disiez. Je pense qu'effectivement, au niveau des fintech et des grands groupes, il faut qu'on fasse un bout de chemin les uns vers les autres, parce que tout le monde a intérêt, effectivement, les fintech à se développer, et il n'y a pas que du bon dans les fintech et que du mauvais dans les grands groupes. Je pense qu'on peut s'enrichir mutuellement. Et cette façon de travailler, les process qu'on a aussi et qui sont peut-être éprouvés au niveau des grands groupes, peut-être que les fintech doivent s'en inspirer aussi. Bon, là, on parlait des recrutements, mais je pense que aussi pour l'offre que les fintech font aux grands groupes, il faut qu'ils comprennent les process. C'est très bien d'avoir sa trésorerie en 5 secondes, savoir en Chine combien de mon compte la balance de mon compte bancaire en Chine. On reste des humains. Les week-ends, je ne regarde pas si les soldes des comptes bancaires des SEB sont à 1 milliard ou 900 millions. Je veux dire, voilà, on reste des humains. Il y a des process, etc. Donc, il faut qu'on apprenne peut-être à encore collaborer et pas vouloir développer les fintech et les grands groupes qui restent un peu un chien de défaillance en train de regarder les fintech. Ok, non mais c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense que comme tu disais au début, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Les fintech s'appuient sur des solutions digitales innovantes et leur objectif c'est vraiment de proposer des services avec des expériences clients simplifiées. Et je pense qu'effectivement ça s'intègre beaucoup plus en tous les cas à l'heure d'aujourd'hui à peut-être des cibles qui rencontrent des vrais pain points dans leur quotidien sur des outils auxquels elles n'ont pas accès ou un manque de process ou de ressources humaines. Effectivement, en ce qui concerne les grandes entreprises, je pense qu'il y a des process qui ont été prouvés depuis de longues années, que quand une fintech débarque, ça met un peu le bazar, qu'il faut revoir ses process en interne, qu'il faut convaincre aussi les collaborateurs qui travaillent dans son équipe à utiliser ces nouveaux produits. Ça demande une conduite du changement qui n'est pas évidente dans les grands groupes et qui s'étale sur plusieurs années. Donc, effectivement, il faut que les deux cohabitent ensemble, comprennent les besoins de chacun des deux parties. Et je pense sincèrement, moi, qu'il n'y a pas les grands groupes contre les fintechs. C'est juste... Enfin, je pense que chacun peut apprendre l'un de l'autre et c'est en travaillant ensemble qu'on va continuer à développer des services, qu'on va continuer aussi à faire évoluer la réglementation bancaire qui est en train d'évoluer mais qui demande encore beaucoup d'évolution, notamment pour éviter, pour continuer à protéger les intérêts des clients, puisque quand on parle d'argent et d'opérations bancaires, il faut que la sécurité soit juste une évidence. Donc c'est aussi pour ça que la réglementation est là, mais il faut qu'elle puisse aussi s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs, que ce soit des consommateurs B2C ou des consommateurs en B2B, donc des entreprises, qu'on puisse s'adapter à ce nouveau rythme, je pense, de business, puisque tout va aussi beaucoup plus vite, et donc il faut qu'on développe cette agilité. Oui, et il y a l'aspect international. Effectivement, vous parliez, je ne sais plus si on sait tout toi, oui. Tu parlais de la Chine. Effectivement, c'est des pays qui ont fait un saut technologique incroyable, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des pays en Amérique latine où le cash c'est encore très utilisé, la population est très peu bancarisée.
etc., etc. Donc, quand vous êtes présent dans 80 ou 100 pays, il faut essayer de voir ces différences technologiques, culturelles. Et c'est important, c'est pour ça, de pouvoir tenir compte d'un timing qui est peut-être différent avec les fintechs. Oui, je pense que tu as raison. Je pense que le principe d'une fintech, c'est de s'attaquer à une verticale et un focus produit et de répondre à un point particulier. Et donc, du coup, elle va être très performante pour répondre à un sujet très spécifique. Mais dans le cadre des grands groupes qui adressent une multitude de sujets différents dans des pays différents, sur des technos différentes, effectivement, la fintech ne va pas pouvoir se substituer à un acteur traditionnel qui aura développé une multitude de services avec une complexité et des humains pour le gérer et qui vont permettre de couvrir l'ensemble du besoin de la grande entreprise derrière. Et ça, c'est une réalité, effectivement. C'est qu'aujourd'hui, la fintech va être vraiment très performante et très innovante sur une verticale, mais ne va pas proposer, enfin, ça dépend de sa maturité, la diversité dans le service ou, dans le pays, ou sur le plan, on va dire, géographique, quoi. Peut-être pour partager notre retour d'expérience suite à votre présentation, on a vraiment vécu ça, où on a commencé sur des tout petits clients, d'entreprises de 1, 2, 3 personnes. Et en fait, on a décidé d'aller progressivement vers des groupes de plus en plus gros. On n'a pas encore la capacité d'adresser des groupes comme le groupe SEB, mais en commençant par des groupes, en passant d'entreprises de 2 personnes, d'entreprises de 10 personnes, puis de 10 à 20, 30, puis de 30 à 50, 100 à 1000, etc. On commence à voir progressivement, en fait, le pas vers l'autre, ce que ça implique, comment les cycles de décision sont différents, les processus de validation sont différents, l'implémentation est aussi plus complexe, parce qu'il y a des multitudes de parties prenantes. Donc voilà, nous, ce qu'on a pu en tirer, c'est qu'une approche progressive vers des groupes de plus en plus gros fonctionnait pas mal, parce qu'elle permettait d'itérer sans avoir une marge trop élevée à franchir d'un coup. On aurait été incapable, on est toujours incapable d'adresser des comptes comme CEP, mais on est capable d'adresser des comptes peut-être 10 fois plus petits qui font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est déjà une grosse marche de franchie. Ouais, super. Très bien. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée ? Oui, juste un point là, concernant plus particulièrement Agicap. Je crois que vous connaissez un succès phénoménal. Vous avez une croissance phénoménale. Vous avez levé 121 millions d'euros. Derrière, je m'interrogeais sur la sécurisation de ce développement et entre autres votre gouvernance. C'est un sujet qu'on a peu abordé aujourd'hui, c'est-à-dire quelle gouvernance vous mettez en place. Je pense à un conseil d'administration ou d'autres formes d'organisation. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé et comment vous voyez la suite de votre organisation aujourd'hui? Si vous avez vraisemblablement aussi des fonds qui sont à votre capital. Donc comment tout ça s'organise pour sécuriser, entre guillemets, et accélérer encore? C'est une bonne question. Pour vous faire une réponse complètement transparente, on n'a pas encore réussi à répondre à cette question. C'est un point qui est soulevé, qu'on n'adresse que maintenant. En fait, c'est les fonds qui nous imposent de mettre en place cette gouvernance. Naturellement, on est plutôt concentré sur le développement terrain, développement du business, développement des recrutements, etc. Donc on a un conseil d'administration qui existe aujourd'hui, qui est composé à la fois des associés fondateurs et des investisseurs. Ce à quoi on travaille actuellement, c'est faire entrer effectivement des membres indépendants à ce conseil d'administration pour justement établir une gouvernance probablement plus expérimentée qui vient de secteurs différents, de mondes différents, pas uniquement des gens de l'écosystème startup, mais justement qui ont pu connaître des types d'entreprises différentes. Voilà. Donc c'est un sujet du moment qu'on n'a pas encore réussi à régler pleinement, donc je n'ai pas encore la recette magique, mais c'est à peu près le moment où ça devient important. Je pense que ça aurait été trop tôt de le faire avant. Si on attend trop, ça risque d'être trop tard. On pense que voilà, le timing est le bon aujourd'hui. Et une autre question concernant en fait les fonds. Une des particularités qu'on constate, c'est qu'en fait les fintech, les biotech et autres tech rapidement partent sous pavillon étranger et le plus souvent américain. Qu'est-ce qu'il en est au niveau d'Agicap et qu'est-ce qui peut
motiver en fait le fait de rester peut-être sous pavillon français et lyonnais, bien sûr. Donc, de notre côté, on a commencé, donc on a levé des fonds à 3 reprises. La première fois avec un fonds européen basé à Paris, donc spécialisé dans la fintech, qui s'appelle Blackfin, puis avec un fonds parisien pour le deuxième tour, basé qui s'appelle Partech. Effectivement, on a fait nos derniers tours de table avec un fonds US qui s'appelle Greenox. On aurait préféré rester sous pavillon français, européen. Simplement, la compétition, la concurrence est internationale et les moyens qui sont proposés sont sans commune mesure. La prise de risque que sont prêts à faire ces investisseurs n'est pas comparable. Pour partager notre retour d'expérience, le premier tour de table a été le plus compliqué. Au début, il a fallu montrer plein de choses, pitcher une idée, et le premier tour de table était très compliqué, le deuxième un petit peu moins, et le dernier avec les fonds américains, ils ont donc mis 100 millions de dollars sur la table en deux rendez-vous. Donc, ils ont une capacité de prise de risque qui est sans commune mesure, et si on veut rester concurrentiel, nos concurrents, la rapidité dont vous avez parlé chez nous n'est pas une option. On pense qu'on est sur un marché d'acteurs dominants. Soit on parviendra à être cet acteur dominant au niveau européen, soit on ne sera plus là pour en parler, en tant qu'entreprise du moins. Et du coup, on n'a pas le choix que de jouer avec les mêmes armes selon nous. Pour rebondir juste sur ce que tu dis, effectivement, j'ai eu la chance d'échanger avec Loïc Soubéran, le dirigeant de Swile, qui vient effectivement de faire une magnifique levée de fonds de 200 millions de dollars, qui a été annoncée à la presse récemment et qui devient du coup une licorne française. Et c'est vrai que son message résonne au tien. Aujourd'hui, si tu n'es pas premier à pénétrer le marché, et si tu vas pas chercher, si t'es pas le premier en fait, t'existes plus dans quelques années parce qu'il y a tel effet de consolidation et il y a une telle traction de ces fonds pour justement ceux qui drainent le plus d'acquisition clients que tous les fonds se concentrent sur le même acteur et qu'il n'y a plus rien pour ceux qui arrivent après. D'où la conquête très rapide vers des pays à l'international où il y a des plus forts potentiels, notamment pour Swile sur l'Amérique latine. Je garde la parole, puisque j'ai le micro, qu'il n'y a pas de questions. Et je reviens toujours à ce fonds américain. Alors, je pense qu'effectivement, ils vont vraisemblablement faire accélérer la mise en place d'une gouvernance. Ça me paraît évident. L'autre élément, ils ont aussi, moi je le constate dans un certain nombre de cas, des exigences de reporting. Alors c'est bon, il y a les bons outils, vous avez les bons outils pour les faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Comment vous imaginez le coup d'après ? C'est-à-dire derrière, on imagine un fonds, ça rentre et puis ça sort. Et quel est aussi le positionnement du management, que ce soit les fondateurs, mais aussi tous les salariés qui vous ont accompagné dans cette belle aventure? Donc on a effectivement un horizon de sortie qui est défini à partir du moment où on fait rentrer des fonds. Sont pas des fonds. Il y a quelques fonds aux US qui sont des fonds evergreen où il n'y a jamais besoin de rembourser, mais ce n'est pas le cas de la majorité des fonds et ce n'est pas le cas de ceux qu'on a fait rentrer au capital. Simplement, l'horizon de sortie, c'est un horizon qui nous paraît encore lointain. Donc eux ont des enjeux de liquidité au bout de 7 ans. On est censé leur apporter de la liquidité d'une manière ou d'une autre à horizon 7 ans. Pour être honnête, ce n'est pas l'horizon auquel on se pilote. D'ici là, encore une fois, je reviens sur l'idée que je présentais juste avant. On est sur un marché d'acteurs dominants. C'est un marché énorme qu'on adresse, qui vaut 100 milliards d'euros par an, rien qu'en Europe, qu'on considère être notre marché domestique. Si on veut être capable de conquérir ce marché, il va falloir qu'on lève encore des fonds à plusieurs reprises. Et donc on ne prépare pas tant la sortie. Les boards qu'on fait avec nos investisseurs ne portent pas sur l'horizon 7 ans de la sortie, mais ils portent le coup d'après. Comment on fait en sorte de continuer à être perçu comme le potentiel acteur dominant
à horizon 6 mois, à horizon 12 mois, à horizon 18 mois. Et c'est à peu près l'horizon de pilotage qu'on a actuellement. Donc les discussions portent plutôt sur quel sera le prochain tour de table, plutôt que la manière d'apporter de la liquidité aux investisseurs à horizon 7 ans. Et vos salariés, éventuellement la participation des salariés au capital? Elle peut se faire sous forme de... Il y a des mécanismes qui sont assez avantageux, en tout cas en France, sous forme de BSPCE. Et juste peut-être par rapport au fonds, moi ce que je note, et notamment en parlant de Swile qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, c'est qu'ils sont adossés effectivement à SoftBank, qui est l'un des fonds les plus puissants au monde, sinon le plus puissant. Et SoftBank, c'est également, comme d'autres fonds, un carnet d'adresses. Je pense, et SoftBank notamment possède un cabinet de recrutement apparemment attitré en Amérique du Sud, qui devrait permettre à Swile d'aller chercher les meilleurs talents en Amérique du Sud. Ils sont très fort développement a priori au Brésil, au Mexique, et adossé à SoftBank et à son réseau. Je pense que c'est très prometteur. C'est très prometteur au-delà des millions d'euros investis. Je pense aussi qu'il y a des réseaux humains qui sont non négligeables. Peut-être que tu peux nous apporter un éclairage là-dessus. Parce qu'avec Greenox, si j'ai bien compris, tu auras accès éventuellement à des réseaux de grande qualité, notamment par rapport au recrutement. Est-ce qu'il y a des enjeux aux États-Unis à terme? Alors, voilà, c'est pas ce qu'on est allé chercher en faisant rentrer Greenox au capital. Notamment parce qu'aujourd'hui, on se concentre encore sur notre marché qu'on appelle domestique, donc l'Europe, où tout reste encore à construire. Par contre, ce que nous apporte ce fonds notamment, c'est un savoir-faire, des contacts sur des boîtes qui ont déjà réussi, qui nous présentent le playbook, non pas qu'ils soient intrinsèquement plus intelligents que les fonds européens qu'on a pu avoir au capital, mais simplement, ils ont déjà connu plusieurs séries de succès sur la même verticale, sur la même thématique, sur le même modèle de distribution. Et voilà, ils permettent de nous ouvrir la voie plutôt par des conseils que sur la partie recrutement, encore une fois parce qu'on ne s'attaque pas aux US pour le moment. D'ailleurs, par rapport au recrutement, c'est vrai que les fonds peuvent créer une certaine complexité. Il y a la décision du dirigeant, du président, du fondateur, mais très souvent, le fonds souhaite valider le finaliste. Et il peut y avoir, le pire des cas, c'est quand il y a une querelle une divergence d'opinion entre le président, le fondateur, etc., et le fonds. C'est souvent le fonds qui l'emporte. Voilà. Et effectivement, dans les faits, le CFO aura deux patrons, on ne va pas se mentir. D'une part, son N+1 dans le dur, donc admettons le directeur général, et d'autre part, le fonds. Le fonds qui peut être plus ou moins agressif, plus ou moins ingérant. Il y a des fonds qui l'affichent, qui sont très ingérants, très exigeants. Il y en a d'autres qui sont plus détendus, sur des horizons plus lointains. Tu l'as sans doute dit, hein, Sébastien, je crois, en évoquant Evergreen, je crois, c'est ça ? Des fonds evergreen qui sont sans doute là pour les horizons très lointains et qui mettent sans doute beaucoup moins de pression que des fonds agressifs qui sont là pour 5 ans ou 7 ans et qui vont mettre une énorme pression sur les épaules du CFO. Je peux peut-être réagir à ça pour donner un peu la gouvernance de Pandat qui a pris un schéma différent pour le coup, puisque les deux associés fondateurs sont toujours très majoritaires au capital et ont attendu, on va dire, que la société soit plus que break-even, plus que rentable, pour aller chercher un fonds, qui est le fonds Isaïe aujourd'hui, donc qui est un fonds de tech, qui est très connu notamment pour Blablacar, qui est la participation la plus connue. Donc nous, on est détenu très minoritairement par Isaïe. Et en fait, c'est aussi une stratégie de développement qui est différente, qui est que les fondateurs veulent garder complètement la main sur leur développement commercial. Alors pas avec les mêmes exigences qu'Adicap, parce que je pense que on est beaucoup plus disruptif et il y a beaucoup plus de compétition. Donc un mono-acteur dans notre marché à nous, alors même s'il faut qu'on soit le numéro 1 français et qu'on l'est aujourd'hui, et c'est très bien comme ça, mais on n'a pas cette exigence à vocation mondiale. Donc il y a aussi ce modèle de développement qui existe. Tout à fait. Et qui offre aussi avec Isaïe cette capacité d'être sur une approche un peu plus longue et de garder la place aux associés fondateurs et puis, comme tu l'as évoqué, à certains salariés derrière. Mais c'est bien que tu soulignes ces différents modèles parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au sein de la FinTech, on a effectivement ces deux modèles de développement et même au sein des néobanques où on peut imaginer que le schéma standard est celui qu'évoquait Sébastien avec la recherche aux capitaux et levée de fonds régulière. On a encore des néobanques qui sont aussi sur ce même créneau, c'est-à-dire qui vont limiter l'accès à la ressource et aux levées de fonds, qui vont privilégier la rentabilité, et oui, ça existe, et du coup qui vont valoriser leurs fonds de commerce, qui vont travailler pour acquérir des clients qualitatifs qui
qui payent quelque chose. Mais ça, c'est un autre sujet de table ronde, la rentabilité dans les fintechs et dans les néobanques. Et du coup, où les fondateurs vont rester majoritaires et ils vont faire appel à des fonds de manière très ponctuelle par minoritaire. Mais ça existe et il y a d'ailleurs des clubs qui se montent autour de ça parce qu'ils veulent faire entendre leur voix, c'est aussi intéressant, c'est un autre modèle de développement. Exactement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Allez, j'ai une dernière question, excusez-moi. Mais là, en tant que président de Lyon Place Financière et la bourse, on n'a pas évoqué cette possibilité. Comment vous réagissez par rapport à la bourse, qui est aussi un moyen de financement, y compris au niveau des techs? C'est quelque chose qu'on... C'est quelque chose qu'on envisage, mais plus à moyen terme. Comme je disais, à un moment donné, il va falloir offrir de la liquidité à nos investisseurs. Et la porte de sortie idéale, c'est d'aller se coter en bourse. Ça permet d'offrir de la liquidité sans perdre sans avoir à se faire racheter, sans perdre le contrôle de la boîte forcément. Simplement, il y a des contraintes qui sont plus fortes que des levées de fonds sur du marché, par des VC en ce qui nous concerne, en termes de communication financière, en termes de contraintes réglementaires. Donc on le voit plutôt comme un aboutissement, ou en tout cas un point d'étape un petit peu plus lointain, une fois qu'on est déjà perçu comme un acteur sinon dominant, en tout cas un acteur majeur de l'écosystème. Il y a une super introduction en bourse aujourd'hui avec OVH, mais voilà, qui ont attendu un certain nombre d'années avant de s'introduire en bourse. De notre côté, en tout cas, ça nous semblerait prématuré face à des acteurs qui n'auraient pas ces contraintes-là. On voit vraiment notre situation comme une course contre la montre. Course contre la montre, c'est-à-dire qu'il y a bien une notion de vélocité. À la fin, il y aura un seul gagnant. On ne sait pas contre qui on concourt. Par contre, si on se rajoute des poids, il y a peu de chances qu'on parviendra premier en haut de la montagne. Donc voilà, on essaie de les limiter, on va dire. Merci à tous.